Je commence par le philosophe. Monsieur Mokadem, d'abord, qu'est-ce que le politique et qu'est-ce que la politique et comment vous la voyez aujourd'hui à l'aune de cette société qui se bouleverse et qui nous donne l'impression finalement qu'on déserte le champ politique alors que ce n'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? C'est une question très difficile, une question à la fois complexe parce qu'elle suppose qu'on détruise d'une certaine manière un certain nombre de préjugés concernant la politique. Et puis c'est une question extrêmement dialectique dans la mesure où elle suppose d'une certaine manière qu'on détermine un savoir du politique. Alors vous avez très justement fait la distinction entre le politique et la politique. Disons de manière générale que le terme politique, on ne peut pas le penser, en tout cas en Occident, sans faire référence à un texte d'Aristote, né en 385 et mort en 322 à Stagir, et qui, dans les politiques, d'une certaine manière, prenant une distance sur laquelle il faudrait réfléchir, vis-à-vis de Platon, qui a écrit dans La République un modèle paradigmatique d'une cité juste, modèle paradigmatique qui aurait une importance énorme dans les philosophies politiques jusqu'au marxisme et jusqu'à aujourd'hui encore, puisque les termes de Platon sont encore les nôtres aujourd'hui. Aussi bien en termes de comment vivre avec autrui, faut-il vivre selon des normes de justice, faut-il vivre selon des normes d'économie, faut-il vivre selon des normes de critères de salut. Et Aristote, qui était pendant 25 ans le disciple de Platon, donc on ne peut pas dire qu'il y a une coupure épistémologique, c'est ça l'épistémologie, la discipline de Michel Serres, et non pas l'histoire des sciences. Et tout à fait. Et donc, d'une certaine façon, la question que posait Aristote, à savoir quel est le meilleur gouvernement possible, c'est une question à laquelle, d'une certaine manière, les hommes ont toujours répondu en termes de pouvoir. Jusqu'à cet événement un peu particulier qui a été la coupure instituée par la Révolution française, qui, pour reprendre les mots de Kant, a été saluée universellement dans son principe, et qui a donné les droits de l'homme, qui sont encore à la fois ce par quoi nous légitimons l'autorisation d'une émancipation collective, et en même temps ce par quoi l'individu peut se désenclaver ou se détacher des puissances tyranniques et despotiques qui peuvent exister. Donc il y a cette première ambiguïté que le politique ferait l'objet d'un savoir. Et puis, ce qui est problématique, ce que je voudrais ici problématiser. Et puis, deuxièmement, il y a le politique au sens du sens commun. Il y a un philosophe contemporain qui s'appelle Jacques Rancière, qui travaille sur ça, dans lequel il dit, dans le fond, la politique, c'est le lieu, justement, du non-lieu. C'est le lieu où il y a un partage. Ce n'est ni la généalogie, ce n'est ni l'héritage, ni la patrimonialité, ni l'ancienneté, encore moins les titres, qui permettent de comprendre d'une certaine manière ce que c'est qu'une vie en politique, et pour lui la vie en politique c'est une vie en démocratie, eh bien c'est le fait que justement, il y a un moment donné, il y a un partage du pouvoir, et que ce partage du pouvoir ne doit pas s'instituer d'une légitimité qui s'ancrerait, par exemple, dans un rapport à Dieu, ou comme dans un rapport à la lutte des classes, ou un rapport à l'autre. Donc il dit dans le fond, c'est ça qui est intéressant, c'est que la rationalité du politique, elle est irrationnelle. Donc c'est pour ça que votre question est très importante, parce qu'elle veut dire ceci. Y a-t-il un moyen d'échapper aux politiques qui ne soit pas politique? Et là où le philosophe que je suis fait un saut, c'est-à-dire je dire oui, et c'est le pari, d'une certaine manière, de la philosophie, de la sophia, de dire qu'il y a une sagesse, il y a une façon d'être au monde qui dépasse le cadre strict des rapports de pouvoir. Je pourrais développer cela, je l'ai fait dans un livre sur Michel Foucault, que j'ai intitulé « Une vie philosophique », où j'ai montré comment un des grands penseurs de l'Occident, qui avait analysé les structures de pouvoir, a aussi développé dans sa vie propre des structures de réflexivité, des structures d'action, qui ne soient pas simplement académiques, mais qui soient des manières de redistribuer son savoir sans passer par une reduplication des pouvoirs. C'est un peu complexe ce que je dis, mais votre question est très complexe. Quand on entend la tragédie aujourd'hui pratiquement héritée du siècle dernier et puis qui nous poursuit encore, quel regard le philosophe peut porter sur ces tragédies, parce que la sagesse serait donc de mettre fin à tout cela. Pourquoi les hommes, justement, ne transmettent pas une sagesse
pourquoi y a-t-il du mal, dans le fond? Pourquoi y a-t-il de la guerre? Pourquoi y a-t-il de la souffrance? Pourquoi y a-t-il de l'injustice? Pourquoi y a-t-il encore du meurtre? Pourquoi y a-t-il de l'irrationnel? Pourquoi y a-t-il encore du passionnel destructeur? C'est une question, une très vieille question métaphysique qui était à l'origine, peut-on dire même, de la philosophie. Vous avez raison de le chercher, car il y a, de le dire, car il y a dans la recherche philosophique, avant toute chose, une recherche de pacification. Même l'éthique, le terme, c'est ce que cela veut dire, pacifier ses passions. Ça a été ça dans le stoïcisme, dans l'épicurisme. Il y a toujours eu une recherche d'irénisme, voire même de démonisme. Ce mot compliqué veut dire recherche du bonheur par un apaisement. Bien, je crois qu'il y a plein de systèmes philosophiques qui ont essayé. Par exemple, Freud pensait qu'il y avait une pulsion de mort à l'intérieur de l'homme qui faisait que, malgré les forces d'amour et de liaison, cela revenait sempiternellement comme une force diabolique. D'autres, comme Hobbes un peu plus tôt, ont dit que les hommes étaient tellement dans la vanité, dans la comparaison et dans le narcissisme qu'ils désiraient sans cesse être plus forts les uns les autres, et que la société était une fête de guerre intestine, et que l'homme était un loup pour l'homme, et qu'il fallait donc quelqu'un d'un peu plus puissant, un souverain, qui fasse régner par la terreur. C'était déjà le projet sécuritaire, sécurité et liberté, qui était à l'origine de ce qui s'appellera la monarchie constitutionnelle. Il y a eu donc, si vous voulez, alors, on va laisser les références un peu érudites, et je ne suis pas là pour me faire applaudir. C'est simplement, on va essayer d'aller un peu au fond des choses. C'est-à-dire qu'il se trouve que, d'une certaine manière, nous assistons aujourd'hui à une conscience universelle, et nous sommes dans un point de basculement anthropologique. L'humanité sait qu'elle a les moyens de se détruire, c'est la thèse de Günther Sanders. Elle sait aussi, d'une certaine manière, que les vieilles structures étatico-juridiques peuvent produire le bien comme le mal. Elles peuvent du jour au lendemain, quand on parlait de la religion tout à l'heure, mais du jour au lendemain, en Allemagne nazie, eh bien, votre voisin, vous prenez en suspicion. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ces machineries peuvent produire, à la manière décrite par Kafka, des grandes machines à détruire l'homme. Donc il y a aussi cette dangerosité du politique, sur laquelle il faut réfléchir. Et puis nous savons aussi que nous pouvons transformer les choses. Nous avons aujourd'hui, en tout cas dans certains types de sociétés, mais disons globalement, nous savons très bien comment faire pour changer les choses. Tout à l'heure, j'écoutais très précisément le médecin parler, disait que ça vient de la part des citoyens. Il y a une réforme intérieure qui est à faire, une espèce d'école de spiritualité. Alors on tourne autour de ça. Habermas qui parle par exemple de pacte constitutionnel. En France, on parle de citoyenneté. Au Québec, on parle d'interculturalité. J'ai organisé un colloque sur les droits de l'homme en faisant venir des gens un peu du monde entier. On sent que ça tourne autour de ça. Mais la philosophie politique qui pourrait exprimer cela, elle ne consiste que dans des déclarations qui satisfont le grand public. Je veux dire, ça fait plaisir à entendre vive la paix, vive l'amour, etc. Enfin, qui serait là contre? Mais il y a une réforme intérieure, un acte de conversion, et il y a une résistance à cela, parce que le sentiment, et c'est ça qui est assez étonnant pour un philosophe, c'est que la connaissance, le savoir, produit de l'angoisse. Et que la vertu politique qui serait de transformer cette angoisse en vecteur d'émancipation le transforme en peur, en désignant des objets. Alors monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui l'islamophobie, hier c'était la judéophobie, demain ça sera peut-être je ne sais pas quoi, ça va commencer, ça sera les femmes qui vont devenir les ennemis des hommes. Je vois de plus en plus à la télévision un discours qui revient où les femmes seraient arrogantes. Quand il y a de l'angoisse, on peut mettre n'importe quel objet. Vous mettez n'importe quel objet, ça marchera. Mais c'est ça, si vous voulez, pour faire décoller un peu le débat, c'est que la connaissance produit de l'angoisse, le savoir produit de l'angoisse. Et nous sommes, un philosophe qui nous parlait de Hegel tout à l'heure, disait que, dans le fond, il y a un savoir absolu. Ça a mal été interprété, on pensait qu'il voulait dire qu'il y avait un savoir gnostique de l'immédiateté des choses. Non, il veut dire par là que nous savons que nous sommes mortels, nous savons qu'il y a de l'autre. Ça peut s'appeler l'histoire, ça peut s'appeler Dieu, ça peut s'appeler l'amour, etc. Et nous savons que le langage peut atténuer les conflits. On le disait tout à l'heure. Donc du coup, il y a des choses que nous savons, mais ces choses font peur. Donc on voudrait que les autres les fassent à notre place. C'est-à-dire que les autres pensent à notre place, les autres aiment à notre place, les autres instituent pour nous, gèrent pour nous, etc. Et quand quelqu'un d'un peu malin
et aussi un peu pervers, un peu ludique et un peu satanique, vient devant une foule, etc. Enfin, Nietzsche a très bien décrit ça dans ce grand livre spirituel qui est Ainsi parlait Zarathustra. Eh bien, c'est tout à fait classique. Il atténue la peur, il raconte des histoires. Il raconte des histoires, mais pas au beau sens du terme. C'est le très beau film de Terry Gilliam là, qui est sorti sur l'imaginarium du docteur Parnasson. Il raconte des histoires. Et puis, il y a deux façons de raconter des histoires. Soit on raconte des histoires pour rentrer dans la réalité, c'est ce que veut dire le mot histoire en grec, investiguer, enquêter. Soit on raconte des fables pour justement couper la bourse de celui à qui on raconte des fables. Donc il y a cette... Et l'éthique, ça consiste d'une certaine manière à avoir d'abord un usage du bien dire. Et bien dire, c'est savoir, c'est dire ce qu'on sait au risque de se mettre en danger là où on le dit. Et ce courage de la vérité, c'est un affect qui est un affect politique, mais que très peu de gens ont aujourd'hui, et je ne lance pas la pierre, parce que l'affect dominant, c'est la peur et l'angoisse. Alors la question maintenant qu'on peut poser, et qui est une question qui intéresse tout le monde et pas simplement le philosophe, c'est comment contrevenir à cette peur généralisée en créant, d'une certaine manière, un horizon de vie ou un horizon d'attente qui ne soit pas un horizon de rétrécissement sur des passions obscures et de résignation.